Chapitre 9, la force sur les fils. On fait en premier la force sur un seul fil immergé dans un champ magnétique et ensuite la force qui exerce un fil sur un deuxième fil, pas nécessairement immergé dans un champ magnétique parce que le premier fil va générer un champ magnétique dans lequel va baigner le deuxième. Mais on voit ça ensuite. Premièrement, force sur un seul fil transportant un courant immergé dans un champ magnétique. Le dessin est déjà fait. Il faut que vous ayez un champ magnétique uniforme et constant. C'est toujours le cas dans les problèmes qu'on traite. Et s'il y a des champs magnétiques qui sont pas uniformes pour les fils, on traite pas ça dans le cours au cégep d'électricité. Vous avez un fil rectiligne qui transporte un courant I. Le courant est un mouvement de charge positive dans le même sens que le courant. Le fil possède une longueur L, exprimée en mètres, et on va se servir de l'équation qu'on a vue pour des charges qui voyagent dans l'espace avec une certaine vitesse, V, et dans un champ magnétique B en Tesla, avec des charges Q. Dans ce cas-ci, ce sont les porteurs de charge, et on va faire une feinte. On va faire la passe du coyote. On va se servir de la définition du courant. I est égal à Q sur T, la charge par unité de temps, pour remplacer Q par I, le courant, fois le temps T. Et on va se servir du cours de mécanique où on exprime la vitesse. V est égal à delta X sur T. Et nous, notre delta X, c'est le déplacement que doivent faire les charges positives pour passer d'une extrémité du fil jusqu'à l'autre extrémité du fil. Donc, on va appeler delta X la longueur L en mètres du fil. Et la dernière feinte, il n'y en a pas. B, on le laisse tel quel. Et on va remplacer V par L sur T, remplacer Q par I fois T, et on va voir ce que ça donne. On va avoir F est égal à la place de Q, on écrit I multiplié par le temps, multiplié par V. À la place de V, on écrit L divisé par le temps. On va mettre L vectoriel. On peut tout de suite annuler T au-dessus de la barre de division et T en dessous de la barre de division. Et il nous reste le produit vectoriel avec B, comme ça. Au bout de la ligne, ça fait F, il faudrait mettre le vecteur ici, est égal à I, le courant, L, la longueur, produit vectoriel B. Cette équation-là est importante. Vous êtes peut-être surpris de voir L avec un vecteur par-dessus. C'est pas problématique. On va prendre le sens de L. Je l'écris ici. Le sens du vecteur L, pareil au sens du courant conventionnel. Donc, ça veut dire que le vecteur L aurait comme module la longueur du fil en mètres et aurait la même direction que le courant conventionnel I, le mouvement des charges positives virtuelles. Et avec ça, on est capable de faire la règle à main droite pour trouver la direction de la force F qui va s'appliquer sur le fil immergé dans un champ magnétique. On met les 4 doigts dans la direction du premier vecteur L, on replie vers le champ magnétique B et le pouce donne la direction de la force F. Et si on le fait correctement avec la main droite, ça donne la bonne réponse. Pour le cas qui est sur ma feuille, on aurait les 4 doigts vers la droite dans la direction du courant. On replierait vers l'intérieur de la feuille, vers le bas du plan, et notre pouce irait dans la direction vers le haut. Donc, on aurait une force appliquée sur le fil par le champ magnétique, par l'interaction électricité-magnétisme, électricité dans le fil, champ magnétique dans lequel baigne le fil, et ça nous donnerait une force appliquée sur le fil, F vers le haut. C'est une force, évidemment, en Newton, comme d'habitude. OK, voilà pour la force sur un seul fil immergé dans un champ magnétique. Maintenant, plus sport, la force sur 2 fils côte à côte, parallèles. Donc, première chose, vos 2 fils doivent être parallèles, séparés par une distance R en mètres, et la longueur sur laquelle les 2 fils est effectivement parallèle, on l'appelle L minuscule en mètres. Les fils peuvent être à l'horizontale, à la verticale, en diagonale, dans le plan qui sortent ou qui rentrent dans la page, c'est pas grave, ça marche tout le temps. Tant que vous avez 2 fils parallèles, côte à côte,
Et il n'y a pas besoin d'avoir de champ magnétique. Les fils n'ont pas besoin d'être immergés dans un champ magnétique. Vous allez comprendre pourquoi. Prenons le premier fil, le fil numéro 1, qui transporte le courant I1 vers le haut. Et essayons de réfléchir à quel genre de champ magnétique ce fil rectiligne-là va donner naissance. Autour de lui, il va faire des anneaux concentriques qui sont centrés sur le milieu du fil. Et à l'aide de la règle de la main droite, on place le pouce dans la direction du courant et nos 4 doigts s'enroulent dans le bon sens du champ magnétique en forme d'anneau autour du fil. Ça nous donne un champ magnétique qui entre dans la feuille à droite de ce fil-là et qui vient vers vous à gauche de ce fil-là. Il y en a partout à gauche et il y en a partout à droite. Si on voulait, on pourrait en dessiner comme ça, même d'autres ici, d'autres ici. Faut être conscient par contre que plus on s'éloigne du fil, plus le champ B1 généré par le courant I1 va devenir petit. Et plus on est proche du fil, plus le champ B1 est grand. Donc je pourrais en faire encore là des champs magnétiques B1, et au fur et à mesure qu'on s'éloignerait, ce serait de plus en plus petit. Il y en aurait en bas aussi. Tiens, j'en fais d'autres. On va l'alourdir, ce schéma-là. Il est trop clair, faut le rendre moins clair. Et voilà. Donc, partout, quand on est à gauche, ça vient vers vous, et partout, quand on est à droite du fil 1, ça entre vers l'intérieur de la page. Et il y en aurait au-dessus et en dessous aussi. Au-dessus, il irait vers la droite, en dessous, il irait vers la gauche, mais on s'occupe pas de ça pour l'instant parce que le fil numéro 2 qui nous intéresse se situe côte à côte dans le même plan, la même altitude que le fil numéro 1. Ce champ-là, le champ B1, on est capable de le calculer avec mu0 fois I1, le courant qu'il génère, divisé par 2π fois R. Et ça tombe bien. R, c'est justement la distance qui sépare le fil 1 du fil 2, le point où on veut calculer le champ magnétique B1. Donc l'idée, c'est qu'on va calculer le champ magnétique B1, à l'aide de l'équation qui est ici, à la position où se trouve le fil 2. Et comme tous les points du fil 2 sont séparés par la même distance R du fil 1, le champ B1 est constant partout sur le fil numéro 2. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Regarde bien. On vient insérer le champ magnétique B1 à l'intérieur de la force exercée sur le fil 2 par le champ B1 dans lequel le fil 2 baigne. Et qu'est-ce que ça va nous donner? Regarde bien, on le calcule. La force F sur 2 par 1 est égale à I, le courant transporté par le fil 2, fois L, la longueur du fil 2, multiplié par B1, le champ dans lequel baigne le fil numéro 2, 2π fois R. Et là, on a un produit vectoriel. Si on est intéressé seulement par le module, tout est correct comme ça, là. On enlève simplement la multiplication vectorielle et c'est réglé. Si vous êtes intéressé par la direction, à ce moment-là, il faut consulter la direction du vecteur L, qui est comme ça ici, dans le même sens que I2, et la direction du vecteur B, dans lequel baigne le fil numéro 2, c'est-à-dire B1. À ce moment-là, on met les 4 doigts dans la direction de L, on replie vers le champ B1 et on va avoir une force qui va être exercée sur le fil 2 par le fil 1, F sur 2 par 1, qui va faire comme une force d'attraction, qui va tirer le fil numéro 2 vers le fil numéro 1. On peut écrire ça proprement, là. Ça va nous donner mu0, L, I1, I2 sur 2π fois R. Cette équation-là est importante et vous donne le module de la force d'attraction exercée par un des deux fils sur l'autre fil. C'est une paire de forces action-réaction. Donc la force sur 1 par 2 va être égale à la force
sur 2 par 1. Si vous connaissez une des deux forces, vous connaissez l'autre. C'est de l'attraction lorsque les deux courants vont dans le même sens. Et c'est de la répulsion, attention, lorsque les deux courants vont en sens contraire. Si vous avez deux courants, I1 et I2, qui sont parallèles, mais un des deux courants coule à sens contraire de l'autre, à ce moment-là, les forces F de 1 et F1,2 vont être de même grandeur, mais vont essayer d'éloigner les fils. Donc, on aurait des forces là qui tireraient comme ça pour essayer d'éloigner les deux fils l'un de l'autre. Là, c'est pas le cas. Et je vais rayer ces deux forces-là parce qu'on a bel et bien de l'attraction. L'équation qui est ici, est sur votre feuille de formule. On s'en sert souvent et il faut toujours, quand on trouve des numéros là où on veut s'en servir, identifier les paires de fils qui sont effectivement parallèles et aller calculer la force d'attraction ou de répulsion, dépendamment des sens du courant, sur chacune de ces paires de fils-là. Des fois, dans des exercices, il y a des paires de forces qui vont s'annuler l'une l'autre. Des fois, non. Il faut être attentif et calculer ça comme il faut. Il y a l'exemple 9.7 à la page 314 qui est un must. Vous voulez le regarder. Je le fais pas avec vous au complet, mais je vous donne des pistes pour être sûr que vous comprenez bien et que vous êtes capable de faire cet exemple-là sans vous casser le bicycle outre mesure. L'idée, c'est qu'on a 3 fils électriques. Et à la place d'être des fils qui sont dans le plan de ma feuille, comme je l'ai expliqué précédemment, ce sont des fils pour le numéro 1 qui sort de la page et transporte un courant qui vient vers vous. Pour le numéro 2, que j'ai fait en bleu, c'est un courant qui entre dans la page et qui quitte vos yeux là, pour aller loin, mais qui est parallèle au courant 1. Pour I3, le fil qui nous intéresse, là, il nous demande de calculer la force résultante sur le fil numéro 3. Comme I2, c'est un courant qui va entrer dans la page. Et là, ils vous disent, écoute, considère ces 3 fils-là, tu connais la distance A qui sépare 1 et 2, tu connais la distance B qui sépare 1 et 3, et tu games d'aller calculer la force résultante sur le fil 3 par les deux autres fils. Pour faire ça, vous identifiez les paires de fils qui sont parallèles et vous gardez en tête que si les courants vont dans le même sens, c'est de l'attraction, que si les courants vont dans un sens contraire, c'est répulsion. Commençons par le fil numéro 1 avec le fil numéro 3, la première paire de fils qui nous intéresse. I1 et I3 sont à sens contraire, donc on va avoir de la répulsion. Et la force sur 3 par 1 va être une force comme ça qui essaie d'éloigner le fil 1 du fil 3 et vice-versa. Je ne dessinerai pas, même si elle existe, la force sur 1 par 3, parce qu'on s'en fout. Tout ce qui nous intéresse, c'est la force résultante sur le numéro 3. Ensuite, on va aller dessiner la force d'attraction entre le 3 et le 2. Pour faire ça, on prend la règle, on relie les deux et on dessine F sur 3 par 2, comme ça ici. Maintenant, pour aller chercher la force résultante, il faut faire une addition vectorielle, comme ça ici, en X et en Y, mais en fait, on est dans le plan Z et dans le plan Y, donc on va avoir des composantes Z avec le vecteur unitaire K, et on va avoir des composantes Y avec le vecteur unitaire J. Vous êtes capable de faire cette addition vectorielle-là. Maintenant, pour aller chercher le module et l'orientation de chacun des vecteurs, voici ce que je vous propose. Pour le vecteur F3,2, je vous propose d'aller chercher l'angle θ. Dans l'exemple à la page 314, ils le font pas, eux, comme ça. Ils utilisent des vecteurs unitaires perpendiculaires, là, avec des composantes Y et Z. Si vous avez aimé votre cours de mécanique ou pas, vous voulez probablement aller chercher θ avec, comme dans le temps, l'arc tangente du côté opposé, A, sur le côté adjacent B. Comme vous les connaissez, ça se fait bien. Ensuite, vous rentrez ça là-dedans et vous décomposez F3,2 en Y et F3,2 en Z à l'aide de l'angle θ. En Y, on va avoir moins le module de F3,2 cos de l'angle θ. Et en Z, on est dans le négatif aussi. Ça va être moins le module de F3,2 sin θ.
et ça nous donne nos deux composantes, Y et Z. Il n'y a pas de composante en X, on est tranquille. Pour F3.1, c'est encore plus facile. Vous avez un vecteur dont le module représente la composante Y, purement en Y positif, et on va aller chercher les grandeurs de ces deux forces-là avec mu0, I1, I2 sur 2pi R avec la longueur L. Vous remplacez les indices 2 et 1 par 1 et 3 pour la force F3.1 et par 3 et 2 pour la force F3.2 et c'est réglé. On fait l'addition vectorielle et on a la réponse finale. On vous donne les grandeurs pour les courants. I1, I2, I3, c'est connu. On a 8,40 ampères, 3,80 ampères, 5 ampères. On rentre les chiffres là-dedans et c'est réglé. Allez, je vous laisse là-dessus.